Dans le module 10, on va voir qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on ne connaît pas parfaitement les valeurs de paramètres θ qui entrent dans la définition de la densité de probabilité conjointe pour les variables aléatoires qui viennent soit décrire la résistance ou la capacité de mon système. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut dire, mais je vais décrire l'incertitude que j'ai par rapport à mes variables ou par rapport à mes paramètres θ par une densité de probabilité et je vais voir comment est-ce que ça va venir affecter ma probabilité de défaillance. Donc, rappelez-vous, x gras, ça va représenter mon ensemble de n variables aléatoires qui contribuent soit à la résistance ou à la sollicitation. F de x, ça va être leur densité de probabilité conjointe et g de x, la fonction d'état limite, qui va être positive dans le domaine de survie représenté en blanc ici, négative dans le domaine de défaillance, et sur la ligne ici en magenta, ça va être ma surface d'état limite pour laquelle g de x est égal à 0. Ça va être la frontière entre en orange ici mon domaine de défaillance et en blanc mon domaine de survie. Donc j'ai la même chose dans cette probabilité conjointe et dans cette probabilité conjointe avec des contours avec une surface ici. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est de dire, OK, implicitement dans f de x, dans cette probabilité conjointe, j'avais des paramètres qui sont là, qui ont été définis de façon déterministe jusqu'à maintenant. Mais en pratique, lorsqu'il va venir le temps de définir ces paramètres-là, mais il peut y avoir de l'incertitude associée aux paramètres eux-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour venir tenir en compte du fait que ces paramètres-là peuvent eux-mêmes être incertains? Même chose pour g de x. Donc, g de x, on l'avait toujours posé comme étant donné et déterministe. Qu'est-ce qui se passe si on ne connaît pas exactement la fonction g de x et certains de ces paramètres sont également inconnus? Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut traiter le cas où à la fois θf ou θg sont eux-mêmes décrits par des variables aléatoires. Donc, la problématique, imaginons qu'on a x ici, une variable aléatoire qui a une distribution qui est fonction de paramètres θ. Donc, à chaque fois que vous voyez ce point-virgule dans une densité de probabilité, on fait référence explicitement à la dépendance par rapport aux paramètres. Donc, on pourrait voir ça comme une densité de probabilité conditionnelle, mais pas conditionnelle à une autre variable. Ici, ça va être conditionnel aux paramètres de ce PDF-là. Donc, dans le cas ici, par exemple, si x est une loi normale, paramétrée par mu et sigma, ce qu'on veut représenter en faisant ça, c'est explicitement représenter notre densité de probabilité qui est définie pour x, mais en fonction des valeurs θ qu'on va choisir. Donc ça ici, il n'y a rien de spécial par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a vu précédemment. C'est la même chose. Parce que ma densité de probabilité pour x sachant θ, c'est cette même densité de probabilité. Excepté que maintenant, si on veut représenter celle-ci graphiquement, on va venir tracer pour toutes les valeurs possibles de x et de sigma. Et c'est ce qu'on a ici sur le graphique en bas à gauche. J'ai ici pour l'axe horizontal x, donc les valeurs possibles de réalisation de ma variable aléatoire, et sigma, quelle va être la valeur de paramètre qui représente l'écart-type de ma variable aléatoire. Et sur l'axe vertical, j'ai ma densité de probabilité conditionnelle de x sachant une valeur de θ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à l'axe x, ça c'est une densité de probabilité qui va intégrer à 1. Mais la surface qu'on a ici, si on intègre par rapport à x et sigma, ça ne va pas intégrer à 1. L'intégrale à 1 ne tient que pour les valeurs de la réalisation de ma variable aléatoire, soit selon x. Et ce qu'on peut avoir ici à droite, c'est qu'est-ce qui arrive si j'assigne une densité de probabilité à ma valeur θ. OK? Je vais représenter l'incertitude que j'ai par rapport à ce paramètre par une densité de probabilité. Donc, si je viens prendre des valeurs de réalisation possibles, par exemple, si sigma finit par être égal à 2, mais en fait, je viendrais chercher la tranche sigma est égal à 2 et j'aurai en rouge ma densité de probabilité pour x. Si plutôt sigma est égal à 1.5, mais voilà l'autre tranche. Si sigma est égal à 1, voilà une dernière tranche. OK? Donc, nous, ce qu'on veut voir, c'est dépendamment des valeurs de réalisation possibles de sigma, comment est-ce que ça va affecter mes réalisations de x. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que les incertitudes sur les paramètres de f de x vont venir, au final, se répercuter sur ma probabilité de défaillance, sur l'incertitude associée à la probabilité elle-même. Donc, comment est-ce qu'on vient quantifier ça? L'incertitude sur les paramètres de f de x. On a la première option qui va être d'effectuer la première chose qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut définir la probabilité de défaillance conditionnelle. Donc, pas nécessairement le PDF de x, mais bel et bien la probabilité de défaillance en fonction des paramètres de f de x.
Deuxième chose qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser un estimateur ponctuel pour ma probabilité de défaillance. C'est-à-dire, je vais évaluer ma probabilité de défaillance conditionnelle, mais à un point spécifique θ. Donc, à un estimateur ponctuel. Donc, ça pourrait être, par exemple, le point le plus probable. Troisième option, on va venir marginaliser les incertitudes de façon à obtenir un estimateur qu'on va appeler prédictif. C'est-à-dire, c'est le tilde qu'on a ici. Donc, le chapeau, on avait ici pour un estimateur. Le tilde, c'est pour un estimateur prédictif. C'est-à-dire, on va obtenir, en multipliant la probabilité de défaillance conditionnelle à θ fois la densité de probabilité de θ, on va obtenir la densité de probabilité conjointe pour la probabilité de défaillance ainsi que θ. Donc, une fois qu'on aura cette probabilité conjointe, on va venir intégrer par rapport à θ de façon à venir marginaliser. On a vu cette opération-là dans le module 0, on a vu la révision. Marginaliser l'incertitude par rapport à mes paramètres θ. Et ça va être mon estimation prédictive où j'aurai marginalisé l'incertitude de θ. Et finalement, la quatrième chose qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut obtenir un intervalle de confiance pour PF. En disant, mais si je veux avoir un intervalle de confiance de 95%, quelles sont les bornes de PF? Donc, pour une probabilité de 95%, ma probabilité de défaillance elle-même va être entre telle borne inférieure et telle borne supérieure. OK, donc introduction, c'est ce qu'on vient de voir ici. On va voir un peu plus en détail la nomenclature pour ce qu'on va voir dans le module ici. Ensuite, on va définir comment est-ce qu'on peut obtenir notre probabilité de défaillance conditionnelle, notre probabilité de défaillance avec un estimateur ponctuel, notre estimateur prédictif pour la probabilité de défaillance et finalement l'intervalle de confiance. Donc ça nous place ici où, encore une fois, on voit un module où on va venir utiliser les résultats qu'on aura obtenus des analyses précédentes. Donc, nomenclature. Donc, θ, on va toujours utiliser ça de façon à représenter un ensemble ou un vecteur de paramètres. Donc, θf, avec l'indice f, ça veut dire que c'est les paramètres qui viennent ici décrire nos densités de probabilité conjointes. Donc, par exemple ici, θf, ça va être les paramètres associés à f de x, où on peut le représenter comme ça ou comme ça. Donc, ici, on a une représentation implicite par rapport aux paramètres, on a une représentation explicite. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire que θf, ça va être le mu et sigma, la moyenne et l'écart type de ma loi normale. On peut avoir la même chose pour ma fonction d'état limite. Donc, ça pourrait être les paramètres associés à g de x, où g de x pourrait être aussi fonction de certains paramètres θ. Donc, par exemple, ça pourrait être x1 moins x2 puissance g, où je ne connais pas exactement quel va être ce paramètre-là. Donc, que ce soit θf ou θg, à la fin, ça va être traité exactement de la même façon, ça n'a pas de différence. Donc, on peut dire que θ, de façon générale, c'est l'ensemble de θf et θg. Donc, finalement, ma densité de probabilité, f de θ, ça va être ma densité de probabilité conjointe pour mes paramètres eux-mêmes. Ça va être ce qui va représenter l'incertitude par rapport à la définition des paramètres. Et f de x conditionnel à θ, ça va être la densité de probabilité conditionnelle de mes variables aléatoires x, sachant θ. Donc, si je faisais le produit des deux, j'aurais ma densité de probabilité conjointe pour x et θ. Et finalement, mon domaine de défaillance conditionnelle, oméga, ça va être les valeurs de x qui conduisent à mon domaine de défaillance, sachant des valeurs de θ. Donc, par exemple, x sachant θ, tel que g de x est plus petit ou égal à 0, mais pour des valeurs spécifiques de θg. Donc, on va utiliser ça de façon à, premièrement, définir notre probabilité de défaillance conditionnelle. Okay? Donc, notre probabilité de défaillance conditionnelle va être définie comme étant PF fonction de θ, qui correspond à l'intégrale sur mon domaine de défaillance qui lui aussi est conditionnel sur des valeurs de θ, de f de x qui, à la fin, lui également dépend de θ, f de x sachant θ. Donc, on fait la même intégrale qu'on avait avant qui venait définir notre probabilité de défaillance, mais cette fois-ci, où tous nos termes dépendent de valeurs spécifiques de θ. Parce que si je change θ, bien, je viens changer mon f de x et je peux venir changer ici, si mon θ vient influencer également ma fonction d'état limite, bien, je peux venir influencer ma frontière qui sépare mon domaine de défaillance et de survie. Donc, au final, mon indice de fiabilité conditionnelle bêta, qui est fonction de θ, va être obtenu comme étant l'inverse du CDF normal centre réduit de 1 moins PF.
Donc ça ici, c'est une forme qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent, mais c'est simplement l'inverse de la relation qu'on avait déjà vue. Donc on avait dit que PF, c'est phi de moins bêta. Donc si on fait l'inverse de cette relation-là, ça fait bêta est égal à phi moins 1 de 1 moins PF. Ou, cette fois-ci, les deux bêta et PF de θ sont fonctions de mon vecteur de paramètres θ. Donc si on regarde ça à travers un exemple, okay? J'ai encore une fois ma barre soumise à un effort de traction pour lequel la sollicitation S est décrite par une loi Gumbel. La résistance, elle, est décrite par un modèle où j'ai la résistance qui est fonction de ma dimension transversale fois f de y, la limite élastique qui, elle, est déterministe. Ou x1 qui prend de la dimension, ça va être une loi log normale. Donc faisons l'hypothèse que je connais mon incertitude, donc je connais les paramètres qui décrivent ma loi log normale pour mes dimensions, mais je ne sais pas quels vont être les paramètres pour ma sollicitation. Okay? Et je vais venir représenter la densité de probabilité conditionnelle, sachant toutes les valeurs possibles de sigma s ou de mu s ou sigma s. Et c'est ce qu'on a sur le graphique ici. Sur l'axe horizontal, j'ai mu s, la moyenne pour la sollicitation, et sur l'axe ici, je vais avoir sigma s, l'écart type pour la sollicitation. Et sur l'axe vertical, je vais avoir ma probabilité de défaillance conditionnelle à un couple de valeurs mu s et sigma s. Donc, chaque point qu'on peut voir sur cette surface, ça va être une évaluation de ma probabilité de défaillance qui a été faite avec soit Form, Swarm, Monte Carlo, tel que vu dans les modules précédents. Okay? Donc, pour autant de points gris que j'ai ici, j'ai d'analyse de fiabilité, parce que c'est une probabilité de défaillance conditionnelle à des valeurs spécifiques de paramètres. Et on peut voir qu'on a une évolution de ma probabilité de défaillance en fonction des valeurs de mu s et sigma s. Et ce qu'on peut noter ici, si on regarde ici, on va voir la même surface qu'on avait précédemment. J'ai mu s, j'ai sigma s, j'ai sur l'axe vertical ma probabilité de défaillance, et je veux que vous notiez qu'est-ce qui arrive ici en fonction de de sigma s lorsque sigma s augmente, versus ici, qu'est-ce qui arrive lorsque sigma s augmente. Donc, si on vient réorienter cette figure-là, donc on peut voir, on va l'orienter directement avec les axes. Donc, on vient se mettre directement par rapport à sigma s ici. On voit que dans le bas ici, ça va correspondre à des valeurs de mu s qui sont faibles. Dans le haut, ça va correspondre à des valeurs de sigma s de mu s qui sont élevées. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on a des valeurs de mu s qui sont faibles, correspondant à notre surface dans le bas de la figure ici, si j'augmente sigma s, je vais venir augmenter ma probabilité de défaillance. Donc, c'est de dire, S, c'est la sollicitation. Donc, pour des valeurs très faibles de moyenne de sollicitation, il faut s'imaginer que la probabilité de défaillance va être petite, okay? Parce qu'on met peu de sollicitation sur la barre. C'est donc de dire, si j'augmente fortement l'incertitude, je vais finir par générer des valeurs dans la queue de la distribution supérieure qui, eux, vont conduire à la défaillance. Donc, une augmentation de l'écart type va conduire à une augmentation de la probabilité de défaillance. À l'inverse, si je suis pour les valeurs élevées de mu s, qui correspondent au haut de ma surface ici, mais ça veut dire que j'ai déjà des valeurs qui sont très, très élevées pour la sollicitation moyenne. Ce qui fait qu'à l'inverse, ma probabilité de défaillance est maintenant très élevée. Et si j'augmente mon écart type, je vais venir générer plus de réalisation dans la partie inférieure de la queue de la distribution, et en augmentant sigma, je vais maintenant diminuer ma probabilité de défaillance. Okay? Donc ici, ce n'est pas toujours le cas qu'augmenter sigma va venir causer une augmentation de la probabilité de défaillance. Ça dépend de quelle est la valeur de mu. Si j'ai des valeurs faibles par rapport à la résistance, augmenter sigma va augmenter la valeur de... Si j'ai des valeurs de mu s qui sont faibles par rapport à la résistance, augmenter sigma augmente le PF. Au contraire, si j'ai des valeurs très élevées de sollicitation, augmenter mon écart type va venir diminuer ma probabilité de défaillance. OK, donc voilà pour ceci. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que, OK, on va définir, plutôt qu'avoir des variables ici, ou des paramètres qui sont complètement incertains, je vais décrire ma connaissance de ces paramètres-là par une densité de probabilité. Donc par exemple, ici, log normal pour mu s, log normal pour sigma s, qui ont chacun leur moyenne et écart type pour mu s, moyenne et écart type pour sigma s, qui sont définis dans l'espace log parce que j'ai une loi log normale. Et ce qu'on veut faire, c'est comment est-ce qu'on peut exprimer ma probabilité de défaillance tout en tenant compte du fait que ça, c'est incertain. Donc, comme on l'a vu précédemment, on va voir trois méthodes pour faire ça. Premièrement, un PF ponctuel, ça c'est représenté par le chapeau. Donc, on va simplement estimer notre densité de probabilité pour S
à un point spécifique, que ce soit le mode, la médiane ou la moyenne. Deuxième méthode, on va faire un estimateur prédictif. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre en compte l'incertitude par rapport aux paramètres de μs et σs. On va venir obtenir la densité de probabilité conjointe pour PF et θ qui sont μs et σs. Et ensuite, on va venir marginaliser l'incertitude par rapport à ces deux variables. Et finalement, dernière façon, on va venir obtenir un intervalle de confiance où je vais venir obtenir des bandes inférieures et supérieures pour PF qui viennent inclure un certain contenu de probabilité qui est représenté par alpha. Donc, on commence avec notre estimateur ponctuel. Donc, à chaque fois que vous voyez le chapeau, on fait référence à un estimateur. On avait la même chose lorsqu'on a couvert le module Monte-Carlo. Okay? Donc, quels pourraient être les estimateurs ponctuels? En fait, c'est simplement d'évaluer PF à une certaine valeur possible. Donc, ces valeurs-là pourraient être la moyenne. Donc, on parle de la moyenne, par exemple, dans notre cas pour μs et σs. La médiane. Donc, la médiane qui correspond au point où j'ai 50% du contenu de probabilité à gauche, 50% du contenu de probabilité à droite. Ou le mode, où on a la vraisemblance maximale, où la densité de probabilité est la plus grande. Donc, une des choses à retenir, c'est que l'estimateur ponctuel va venir négliger l'incertitude par rapport à θ. Donc, pourquoi est-ce qu'on viendrait l'utiliser si je vous dis que ce n'est pas vraiment bon parce qu'on vient négliger l'incertitude? En fait, c'est que lorsque vous voulez aller rapidement, vous voulez faire des petites itérations de développement pour voir de façon grossière quelle est votre densité de probabilité, mais c'est possible de faire ça, de façon à faire des calculs, si on peut dire, brouillons. Mais une fois que vous faites vos vrais calculs, mais je recommande fortement de ne pas utiliser cet estimateur ponctuel parce que vous n'allez pas obtenir des valeurs vous allez avoir des valeurs qui sont un peu trop optimistes par rapport à votre probabilité de défaillance. On va venir revoir ça. Donc, on a le même problème. Notre base soumet l'effort d'attraction. D, on connaît les paramètres. S, on ne connaît pas, vont être eux-mêmes décrits par une densité de probabilité où μs et σs, on fait l'hypothèse que ces deux-là sont indépendants l'un de l'autre. Parfait. Donc, si je viens représenter ma densité de probabilité pour μs et σs, c'est ce que j'ai ici. On voit le losange turquoise va être la moyenne, qui n'est pas au sommet, parce que ici j'ai une loi log normale. Donc la moyenne et le mode ne correspondent pas. Donc le cercle ici, ça va être le mode, c'est-à-dire le sommet de ma densité de probabilité. Si on vient représenter ici à droite la densité de probabilité conditionnelle en fonction de μs et σs, comme on l'avait défini à l'exemple précédent, donc ce que je vais avoir, c'est que la probabilité de défaillance, si j'utilise la moyenne, c'est 8%. La probabilité de défaillance, si j'utilise le mode, c'est 4,5%. Donc ça explique pourquoi on ne veut pas utiliser ces estimateurs ponctuels. Parce que, dépendamment si on choisit l'un ou l'autre, qui sont a priori deux choix possibles, mais on peut avoir des très grandes fluctuations, pratiquement le double, dans ma probabilité de défaillance. Et encore une fois, ces deux valeurs possibles ne représentent pas l'entièreté des valeurs possibles. Okay? L'entièreté des valeurs possibles est décrite par ma densité de probabilité, qui n'est pas pris en compte ici lorsqu'on a un estimateur ponctuel. Donc, on peut se retrouver à être des fois conservateur, des fois absolument pas conservateur, si on prend une valeur plus élevée, si la réalisation réelle est plus élevée ou plus faible que ce qu'on a ici. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir voir d'autres méthodes, notamment notre estimateur prédictif. Donc, on va voir un petit rappel de l'espace normal centré réduit qu'on va utiliser de façon à venir effectuer notre marginalisation. Et on va voir comment est-ce qu'on peut, parce que marginalisation, rappelez-vous, c'est une intégrale. Et jusqu'à maintenant, on a toujours fait nos intégrales d'espace normal centré réduit parce qu'on a vu qu'on pouvait faire ça de façon extrêmement simple. Mais ça va être encore le cas. On va ajouter une dimension de plus dans l'intégrale normale centré réduit et on va pouvoir faire notre intégrale de façon analytique. Donc, par définition, mon estimateur prédictif représenté par un tilde sur PF, ça va représenter, je vais venir bâtir ma densité de probabilité conjointe pour PF et θ en multipliant le PF conditionnel à θ fois la densité de probabilité conjointe pour θ. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais venir intégrer sur cette densité de probabilité conjointe par rapport à tous les θ. Et ça, c'est équivalent à prendre l'espérance mathématique de PF par rapport à θ. Donc, mon indice de fiabilité prédictif B de θ, c'est la même chose, c'est le CDF normal centré réduit inverse de 1 moins PF de θ. Donc, ici, on peut utiliser cet estimateur prédictif pour
la prise de décision et également pour effectuer des prédictions. Donc ça ici, c'est mon meilleur estimateur que je peux avoir pour ma probabilité de défaillance qui va inclure l'incertitude. Okay? Si vous avez des prises de décision à faire, c'est ce que vous voulez prendre en compte. La question ici, c'est comment est-ce qu'on va venir estimer mon PF chapeau? Okay? Comment est-ce que je vais venir marginaliser ici ma densité de probabilité conjointe? Donc pour ça, on va faire un petit rappel de l'espace normal centré réduit. Donc rappelez-vous, on avait défini au départ que la probabilité de défaillance dans l'espace normal centré réduit, ça va être l'intégrale de mon PDF normal centré réduit, c'est-à-dire moins de 0 et covariance identité en 2 dimensions ici, l'intégrale sur G de U plus petit ou égal à 0. Donc ça, c'est ce qu'on avait ici dans la figure en bas au centre. Donc j'ai mon espace normal centré réduit, j'ai ma distance bêta entre l'origine et le plan, j'ai mon point rouge qui est mon point de conception, j'ai mon vecteur gradient négatif normalisé alpha. Donc nous, ce qu'on avait dit, c'est que, OK, on peut venir réduire cette orientation générale de ma fonction d'état limite, où j'ai à intégrer en 2 dimensions, on peut venir ramener ça par symétrie rotationnelle de mon espace normal centré réduit à une intégrale à 1 dimension. Parce que pourquoi? Ici, en fait, si on fait juste une simple rotation et j'amène mon vecteur alpha par rapport à un des axes, on voit que j'ai la même chose en haut et en bas de mon vecteur alpha. C'est-à-dire j'ai la symétrie de part et d'autre de mon domaine, de telle sorte que le contenu de probabilité en 2 ou en n dimensions, qui est borné par à gauche du plan ici, va être la même chose que le contenu de probabilité à gauche du plan ici. Okay? Donc je peux ramener cette intégrale qui est théoriquement en un nombre arbitraire de dimensions en une intégrale en une seule dimension. C'est-à-dire que je peux ramener ça à l'intégrale de phi u en une seule dimension sur mon domaine de défaillance qui correspond de moins l'infini jusqu'à moins bêta. Et ça, cette intégrale, c'est l'équivalent du CDF normal centré réduit évalué à une distance moins bêta de l'origine. Parfait. Et donc ici, G de U était défini comme étant bêta moins alpha U. On a vu ça dans les modules précédents. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que si on ramène ça en une seule dimension, donc ici, mon alpha avait des composantes spécifiques, dès que je viens réorienter mon alpha comme ça, mais alpha ici est égal à simplement moins 1. Okay? Donc si alpha est égal à moins 1 fois U, ça donne, comme mon alpha c'est moins 1, moins fois moins, ça donne bêta plus U. Okay? Donc je peux, ici, quand je ramène ça à une intégrale à une dimension, représenter mon état limite en une dimension comme étant G de U est égal à bêta plus. Et c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre marginalisation. Donc ici, soit notre fonction d'état limite linéarisée équivalente, notre G tilde, qui est fonction de B de θ et de U, où U c'est ma variable normale centrée réduite, et B de θ, c'est mon indice de fiabilité sachant θ. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est, comme d'habitude, je veux ici déterminer la moyenne de G de U et l'écart type de G de U. Okay? Donc, la moyenne de U, ça va être 0, plus la moyenne de bêta. Parce que maintenant, bêta de θ va devenir une variable aléatoire, parce que θ est une variable aléatoire. Et l'écart type de G de U, ou plutôt ici la variance, ça va être la variance de U qui est 1, plus la variance de B de θ. Donc, si je veux faire une approximation du premier ordre de façon à obtenir ces deux termes-là que je ne connais pas pour l'instant, ça va être la moyenne de bθ, ça va être B de θ évalué à sa valeur moyenne pour θ. Donc, j'évalue un estimateur ponctuel pour B de θ qui va correspondre à B de θ évalué pour les moyennes de paramètres. Et la variance de B de θ, ça va être la covariance de mes paramètres multiplié par le gradient de bêta par rapport à θ multiplié par le gradient de bêta par rapport à θ transposé. Et ça ici, comment est-ce qu'on l'obtient? On l'obtient à partir des méthodes qu'on a vues au module 9, où on pouvait aller justement calculer exactement ce gradient. Donc, on a tout en main pour calculer ça, ce qui nous permet d'évaluer ici notre indice de fiabilité prédictif B tilde, qui va être le ratio entre ce mu de G tilde et sigma de G tilde. Donc, ce qui me donne la moyenne de Bθ, donc bêta évalué à sa moyenne, divisé par la racine de 1 plus la variance de Bθ ici. OK, donc si on met ça en application, donc j'ai la même chose qu'auparavant, ma barre soumet un effort de traction, et les paramètres mu s et sigma s sont ici décrits par des densités de probabilité. Donc voilà mes paramètres ici pour mu s et sigma s. J'ai mes fonctions déterministes, donc
m de θ, la moyenne de θ, ça va être ici 15 et 5, donc 15 et 5. Et ma matrice de covariance pour θ, comme c'est indépendant, ça va être une matrice qui est diagonale, où j'ai 5 au carré sur ici, et 2 au carré sur ma position à droite en bas. Donc, je calcule mon gradient de bêta par rapport à θ en utilisant les méthodes qu'on a vues au module 9. Je peux calculer, une fois que j'ai ça, mon bêta moyen, donc mon bêta calculé en utilisant les moyennes de paramètres mθ. Donc, je fais comme si mes paramètres ici étaient 10 et 15 comme étant connus. Ensuite, mon PF correspondant, c'est 0,08, parfait. Donc, c'est une transformation d'un à l'autre en faisant le CDF normal centré réduit de moins 1,39, parfait. Et donc, ma variance pour Bθ, c'est le gradient que j'aurais calculé ici, fois sigma θ qui est déjà disponible, fois le gradient transposé, 0,54. Une fois que j'ai ça, je peux calculer mon bêta prédictif en faisant mu de bêta, 1,39 sur la racine de 1 plus la variance de bêta, 0,54. Le résultat, 1,22. Donc, probabilité de défaillance prédictive, je fais simplement phi de moins bêta, tilde, 0,11. Et si je calcule avec Monte Carlo de façon à comparer l'exactitude de cette réponse-là, mais je vais obtenir exactement 0,11 également. Donc, on voit qu'on retombe sur nos pieds ici et qu'on peut effectivement marginaliser l'incertitude par rapport à notre distribution pour nos paramètres. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est si on vient tracer notre densité de probabilité pour bêta à partir d'une loi normale qui serait paramétrée par mu de bêta et la variance de bêta, les quantités qui ont été calculées ici. Mais ça, c'est notre distribution. Lorsqu'on vient utiliser un estimateur ponctuel qui est représenté par le bêta chapeau, on va, dans les cas pratiques, toujours obtenir un bêta chapeau qui va être plus grand que notre bêta tilde. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on utilise un estimateur ponctuel, comme le bêta estimé à la moyenne, on va venir surestimer bêta. Ça veut dire qu'on va venir sous-estimer notre probabilité de défaillance, parce qu'on va venir négliger l'incertitude par rapport à θ. Donc, ce n'est pas du tout conservateur de venir prendre un estimateur ponctuel, et ça peut venir conduire à des énormes fluctuations dans notre probabilité de défaillance, telle qu'on l'avait représentée ici, dépendamment si on choisit le mode ou la moyenne, mais on peut avoir de très grandes différences dans les probabilités de défaillance. Et ce n'est pas dit ici que c'est toujours garanti que ce soit le mode qui ait une plus petite probabilité de défaillance. Ça dépend, c'est vraiment spécifique au contexte, spécifique aux variables aléatoires dans votre problème. OK, la dernière méthode qu'on peut utiliser de façon à représenter cette incertitude sur θ, c'est de venir bâtir un intervalle de confiance pour ma probabilité de défaillance. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir se définir un niveau de confiance alpha qui correspond à une probabilité. Par exemple, je veux savoir quelles sont les bornes pour PF qui vont arriver avec une probabilité de, disons, 95%. OK? Donc, je veux la borne à la fois pour bêta inférieur et supérieur qui va couvrir 95% des réalisations possibles de bêta. Même chose pour PF, donc je peux passer d'un à l'autre en faisant le CDF normal centré réduit de moins bêta sup, le CDF normal centré réduit de moins bêta in. Okay? Ça va me donner la probabilité de défaillance qui est associée à une probabilité de alpha, ou plutôt de 1 moins alpha. Donc, si on dit que, par exemple, on a bêta qui est décrit par sa moyenne de bêta et sa variance de bêta, donc on peut obtenir ça de façon analytique comme étant notre bêta inférieure. Ça va être notre bêta, la moyenne pour bêta, plus le CDF inverse normal centré réduit de alpha sur 2 fois sigma bêta. Bêta supérieure, la moyenne de bêta, plus le CDF normal centré réduit inverse, de 1 moins alpha sur 2 fois sigma bêta. Si on regarde ça visuellement, ça a l'air de quoi? On va le faire à travers notre même exemple qu'on avait défini précédemment. Donc, je vais venir décrire ici ce que j'ai, c'est f de bêta, okay, qui est décrit par sa moyenne et son écart type qu'on avait calculé précédemment. Nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver les positions de ces bornes-là pour bêta qui vont avoir un contenu de probabilité dans la zone en blanc ici, qui est de, disons, 95%. Donc, si j'ai 95%, ça veut dire que mon alpha va être égal à 5%. Parce que le contenu de probabilité est défini comme étant 1 moins alpha. Donc, si je veux avoir un contenu de probabilité 1 moins alpha qui est 0,95, ça veut dire que mon alpha va être égal à 0,05. Ça veut dire que je vais avoir alpha sur 2 dans le bas de ma distribution,
alpha sur 2 dans le haut de ma distribution. Donc, c'est pour ça qu'on disait que ma borne supérieure bêta inf, ça va être l'inverse du CDF de alpha sur 2. Au contraire, la borne supérieure, ça va être l'inverse du CDF normal centré réduit de 1 moins alpha sur 2. Okay? Et donc, la distance à laquelle je suis ici, c'est une distance qu'on peut voir par rapport à la moyenne. Donc, voilà pour ça. Donc, en résumé, ce qu'on a vu, c'est lorsque les paramètres, soit pour nos densités de probabilité conjointes, soit pour notre fonction d'état limite, sont inconnus, on va décrire ce manque de connaissances-là par une densité de probabilité, donc une variable aléatoire. Et ce qu'on veut faire, c'est venir représenter cette incertitude par rapport à nos paramètres, comment est-ce que ça va venir se refléter sur notre probabilité de défaillance ou notre indice de fiabilité. Donc, les deux approches à favoriser sont soit l'estimateur prédictif, donc PF-TIL, qui va venir servir lors de la prise de décision. Donc, mon bêta-TIL, qu'est-ce que je vais venir faire? On va venir marginaliser dans l'espace normal centré réduit en faisant la moyenne de G de θ et U sur l'écart type de θ et U qui va nous donner cette relation analytique, la moyenne de Bθ, donc ça veut dire en fait notre indice de fiabilité évalué à la moyenne des paramètres divisé par la racine de 1 plus la variance de Bθ. Où θ, rappelez-vous, c'est une variable aléatoire. Donc ça, c'est mon estimateur prédictif qui vient prendre en compte l'incertitude. L'autre qu'on peut avoir, ça va être l'intervalle de confiance. Donc, on va trouver des bornes inférieures et supérieures, et c'est le genre d'approche qui est requis lorsqu'on a un niveau de confiance qui est prescrit, notamment lorsqu'on fait la conception de centrale nucléaire. Donc, à la fin, ce que je veux vous mettre en garde-compte, c'est d'utiliser un estimateur ponctuel. Si vous faites des itérations de développement pour votre analyse, vous avez besoin d'une réponse rapide de façon à juste guider le développement de votre solution, c'est admissible d'utiliser un estimateur ponctuel. Cependant, gardez en tête que cet estimateur-là va venir négliger l'incertitude par rapport aux paramètres et donc va venir sous-estimer la probabilité de défaillance, surestimer votre indice de fiabilité. Donc, là, c'est ce qu'on a vu ici avec le module 10, mais il y a une question qui demeure. Comment est-ce qu'on vient déterminer ces moyennes et ces écarts types pour nos densités de probabilité? Okay? On n'a pas vu comment les définir, on a juste vu comment marginaliser l'incertitude. Ce qu'on va voir dans le prochain module, c'est comment est-ce qu'on peut estimer ces valeurs de paramètres pour nos densités de probabilité à l'aide de données empiriques. De telle sorte que si on a justement des données tangibles qui ont été prises sur le terrain, comment je peux utiliser ces données-là de façon à représenter ma connaissance des données. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le module 11.